le régime, au moment où la révolution éclate, crée ce qu'on appelle la cellule centrale de gestion de crise, qui va gérer la répression des manifestations. Et il y a un bureau de la sécurité nationale qui transmet le 5 août 2011, moi j'ai vu ce document-là, qui transmet un fax à tous les comités locaux de sécurité et qui leur demande je vais prendre le fax, je ne me souviens pas exactement. Donc c'est un fax du 5 août 2011 avec un en-tête hautement confidentiel et qui dit « Après décision de la cellule centrale de gestion de crise, le bureau de la sécurité nationale demande aux chefs des comités locaux d'arrêter, de mener une campagne dirigée par les branches de sécurité pour arrêter ceux qui incitent à manifester, ceux qui financent les manifestations, ceux qui organisent les manifestations, ceux qui considèrent comme des coups-d'auteurs et ceux qui parlent aux médias étrangers. » Donc c'est un document qui a été récupéré par des Syriens qui collectent les preuves de crimes commis contre les civils. Donc c'est un document du régime. Le régime ne veut absolument pas que ces manifestations se perpétuent et il ne veut évidemment pas que les médias étrangers soient au courant. À l'époque, vous ne pouviez pas aller en tant que journaliste comme ça en Syrie. Vous êtes obligé de demander un visa pour aller en Syrie. Donc le régime ne vous le donne pas. Généralement, il le donne à ceux qui n'ont pas écrit d'articles contre le régime avant. Et si vous obtenez un visa, évidemment, vous ne travaillez pas librement. C'est-à-dire que vous avez tout le temps quelqu'un avec vous. Quand vous interviewez quelqu'un, la personne à côté de vous, qui est un membre des services de sécurité, écoute ce que vous dites et peut éventuellement aller arrêter la personne que vous avez interrogée s'ils estiment que cette personne a mal parlé. Il y a 4 services de sécurité en Syrie. Il y a la sécurité militaire, la sécurité aérienne, la sécurité générale et la sécurité politique. Chacune de ces sécurités ont des branches, une branche centrale à Damas, des branches régionales, des branches locales, et chacune de ces branches gère plusieurs centres de détention. Vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de centres de détention en Syrie. Et à partir de l'année 2012, il y a eu une explosion de ces centres de détention. Vous pouvez avoir des centres de détention, des cellules dans des bâtiments officiels, qui n'étaient pas du tout des cellules classiques. Ça pouvait être aussi dans des stades, ça pouvait être un peu partout, parce qu'il y a eu une explosion des arrestations en 2012, parce que les Syriens ne voulaient pas se taire. Les Syriens continuaient à manifester tout le long de l'année. Ils ont donc filmé, ils ont essayé de montrer au monde, et ils ont essayé de documenter, parce que ils étaient persuadés qu'il y aurait une justice, que la communauté internationale bougerait. Et parmi ces collecteurs, il y a un homme qu'on a surnommé César, qui était un photographe militaire. Il travaillait donc pour le régime, c'est un ancien militaire. Et son rôle avant la Révolution était de photographier les corps des soldats morts. Alors, avant la Révolution, c'était des soldats morts dans un accident de voiture, tués par quelqu'un, sur un champ de bataille, sur une opération, un entraînement. Comme, je pense, dans la majorité des armées du monde, on documente la mort de ces soldats. Et il y a une justice militaire en Syrie, donc César, avec les gens de son bureau, les photographes militaires, photographier les corps de ces soldats et poser une fiche pour la justice militaire. Et puis, en mars 2011, quand la révolution éclate, etc., on nous demande de photographier des corps de manifestants tués par le régime. Et puis, le temps passe et on nous demande de photographier des corps de détenus. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont évidemment pas des soldats, mais ce sont des détenus. Et le temps passe et ils s'aperçoivent que ces détenus ne sont pas morts du tout de mort naturelle, même si on leur donne un certificat comme quoi ces gens sont morts d'un arrêt cardiaque ou d'un arrêt respiratoire. Ces gens ont des marques sur le corps, des marques extrêmement profondes, des marques sur les pieds. On voit qu'ils ont été détenus avec des fers et ils sont marqués parce qu'ils sont tombés malades, parce qu'ils ont été dénutris, et puis les semaines passent et il y a des cadavres de gens qui font 30 à 40 kilos. On voit les côtes, les semaines passent et il y a des cadavres où il n'y a plus que. Et puis c'est pas un seul, au début il y en a un, puis après il y en a deux, et puis après il y en a 10 à la suite.
Et il décide d'en parler à un de ses meilleurs amis, qui s'appelle Samy. Samy est un pseudonyme. Samy est un activiste. Ce qu'on appelle un activiste à cette période-là en Syrie, c'est un homme qui décide de filmer les manifestations, ou en tout cas de récupérer des films faits par des amis ou des collègues, et il les met sur les réseaux sociaux, toujours dans cette volonté de documenter, d'alerter les médias. Et quand César dit à Samy, voilà ce qui se passe, il faut que je quitte ce régime, ce n'est plus possible, je veux déserter, Samy lui dit, ne déserte pas, il faut que tu restes. Il faut que tu restes, parce que ces photos sont des preuves. Ces photos sont des preuves des crimes du régime. Et on a besoin d'avoir ces photos. Donc tu vas copier pour nous ces photos. Et tu vas nous les donner. Quand il dit nous, c'est-à-dire les opposants, les activistes et les opposants. Et César accepte. Pendant 2 ans, César va copier les photos qu'il a faites dans la journée, ou que les membres de son équipe ont faites dans la journée. Ils sont une douzaine de photographes au sein de la police militaire. Je vais bouger un peu, parce que je vais vous c'est pas très agréable. César va copier ces photos. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, chaque matin, on disait à César ou à quelqu'un de son équipe de venir dans un hôpital militaire photographier les cadavres. Les cadavres sont amenés dans un hôpital militaire. Au départ, ils vont à l'hôpital militaire de Teshri, qui est au nord de Damas. Et les cadavres sont dans la bande. Donc les soldats sortent les cadavres, ils photographient les photos, et ils repartent. Et puis au fur et à mesure, les cadavres sont de plus en plus nombreux. Donc ils sont plus simplement dans les frigos, ils sont par terre dans la morgue. Et puis, le temps passant, l'accès entre le QG de la police militaire et l'hôpital Teshri est compliqué à cause des activistes, à cause des manifestations. À partir de l'été 2011, les opposants, les manifestants, une partie en tout cas, se sont militarisés pour faire face à la répression. Il y a eu un grand débat au sein de la révolution syrienne, savoir s'il fallait ou pas prendre les armes. Certains étaient contre, d'autres étaient pour. Et comme à cette période-là, des hauts officiers de l'armée syrienne ont fait défection, ils ont créé ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, donc l'armée des rebelles, des opposants. Elle a été créée l'été 2011. Et donc, eux ont commencé à se défendre d'une manière avec des armes. Et le trajet entre le QG de la police militaire et l'hôpital de Teshri était compliqué, il était extrêmement long, parce qu'on commençait déjà à avoir des endroits pas très sûrs à Damas. Donc, César, on lui a demandé d'aller photographier les corps dans l'hôpital militaire de Mézé. Mézé, c'est un hôpital militaire qui est au centre de Damas, et qui n'est pas juste au centre de Damas. Mézé, c'est un quartier extrêmement connu à Damas. Il est à 400 mètres à vol d'oiseau du palais présidentiel, et l'enceinte sud de l'hôpital militaire de Mézé est à 50 mètres du dernier bâtiment du lycée français. Le lycée français où sont allés certains de nos parlementaires pour soutenir la francophonie encore très récemment. Donc on est vraiment en plein cœur de Damas. Et les cadavres que César et son équipe photographient sont des détenus qui viennent à 50% de la branche 215 des services de renseignement militaire. Et cette branche 215 est située dans un bâtiment qui fait 6 à 7 étages, en plein centre de Damas, à 800 mètres du Sheraton et à 800 mètres de l'Opéra de Damas, où ont encore lieu des concerts. Et 30% viennent de la branche 227, qui est un peu plus loin, un peu moins centrale. Mais les détenus viennent de 24 centres de détention, du centre de Damas et de certains de Daraa. Ces gens-là sont amenés, quand ils sont morts, ils sont amenés à l'hôpital militaire de Mézé et ils sont installés par terre, parce qu'il n'y a plus de place dans la morgue, et ils sont en tas. Rangés par branche. Vous avez la branche 215, la branche 227, la branche 248. Et César ou quelqu'un de son équipe, ils sont appelés le matin, ils arrivent et ils sont chargés de photographier les corps, et ces corps portent des numéros. C'est ça aussi qui a extrêmement choqué César au départ. Tout à fait au départ, les premiers corps qu'ils ont photographiés portaient des noms, mais très vite ils ont porté des numéros. Et ils portaient 3 numéros. Un premier numéro qui est
Un numéro, on estime le numéro du détenu, qui peut faire de 1 à 5 chiffres, mais très vite, il faisait 3 à 4 chiffres. Ouais. Vous avez un deuxième numéro, qui est le numéro de la branche militaire où ils étaient détenus, donc la branche 215, la branche 227, la branche 246, ou alors les services d'enseignement militaire en arabe ont déjà envoyé, bon, Rabarat a déjà envoyé, donc il y avait marqué déjà envoyé, qui veut dire aérien, donc ils avaient ce nom-là. Et un troisième numéro, qui est posé tous les matins par le médecin légiste. Le médecin légiste arrivait vers 7h le matin à l'hôpital militaire, et puis il écrivait des numéros sur une pancarte, un bout de papier blanc qu'il déposait devant le corps. Et quand César, quelqu'un son équipe, devait faire la photo, vous avez donc le corps avec les 2 numéros marqueurs à même la peau, plus le troisième numéro donné par le médecin légiste chaque matin. Et le médecin légiste ensuite avait un grand cahier et il notait numéro après numéro les cadavres. En fait, il faisait des listes. Donc le matin, il commençait la première fois de 1 à 2 le premier jour, puis après de 2 à 4, et puis de 4 à 6, et puis de 6 à 25, et puis de 25 à 30, jusqu'à 5000. Arrivé à 5000, ils recommencent à 0. Ils font 1 sur B, 2 sur B, 3 sur B. Et arrivé à 5000 sur B, ils font 1 sur Fa. Fa, c'est la 4e lettre de l'alphabet. Ce n'est pas la 3e. Il y a beaucoup de questions sans réponse. On en parlera après, mais pourquoi, on ne sait pas. En tout cas, au bout de 10 000, il recommence, avec 5 000 D, il recommence 1, Fé, 2, Fa, 3, Fa, etc. Et pendant 2 ans, César va s'occuper de ces photos. Ils font des photos, ils retournent au bureau et ils font des fiches. Ils font des fiches avec ces photos et en disant, ben voilà, le photographe Intel a bien pris les photos des cadavres numéro tant, et ils envoient ces fiches à la justice militaire. Et pendant 2 ans, César va copier les photos, va faire des doubles de ces photos-là, et il va les sortir au moyen d'une clé USB, cachée dans sa chaussure ou cachée dans sa ceinture, plus ou moins régulièrement, et il va les donner à Samy. Samy va les copier sur un disque dur et les envoyer également à l'étranger, pour avoir une sécurité, pour avoir plusieurs copies de ces photos-là. Et puis, l'été 2013, César va se sentir en danger. Il va se sentir en danger parce qu'il est dans le régime. Donc l'opposition peut penser qu'il est du régime, donc il peut être visé par l'opposition armée. Et puis 2013, là, ça devient vraiment très dur. Les opposants armés, vous en avez aussi certains qui commencent à commettre des crimes aussi, à tuer d'une manière froide leurs opposants. C'est évidemment pas la majorité, mais ça peut arriver. Et puis, donc, sans savoir que César en fait travaille pour l'opposition, donc voilà, César était pris pour quelqu'un du régime. Et puis il avait peur aussi d'être découvert par ses supérieurs et donc être arrêté. Donc l'été 2013, il quitte la Syrie, il est exfiltré de Syrie, Samy également quitte la Syrie, et il donne ses photos à un groupe politique d'opposition qui le suit déjà depuis quelques mois, et ils vont apporter ces photos au monde entier. La première fois que ces photos sont montrées, il y a l'équivalent de 55 000 photos. Alors, les chiffres ont bougé. Au départ, ils ont pensé avoir 55 000 photos. Après, ils ont pensé en avoir 45 000. C'est le chiffre que je donne moi dans le livre. Et puis après, elles ont été entièrement recomptées, notamment par Human Rights Watch. Et en fait, il y en a 53 000 et quelques. Parmi ces 53 000 photos, vous avez trois dossiers. Vous avez un premier dossier de l'équivalent de 28 000 photos, qui sont 28 000 photos de détenus. Ces 28 000 photos représentent 6 786 personnes, puisque chaque personne était photographiée 4 à 5 fois. Donc ce premier dossier de 28 000 photos représente 6 786 personnes. Et vous avez un deuxième dossier qui est celui des soldats, puisque en fait ils ont continué à faire des photos de soldats morts, comme ils faisaient avant la Révolution. Et vous avez un autre dossier de civils. Moi, je les appelle les civils, mais évidemment, les détenus sont aussi des civils, mais ce sont des gens
qui n'étaient pas détenus, qui ont été massacrés chez eux, qui étaient des manifestants qui ont été tués, pour lesquels on n'a pour l'instant pas d'informations parce que personne n'a vraiment enquêté sur ces gens-là. Ce sont des familles entières. Vous avez des enfants, vous avez des grands-mères, vous avez des grands-pères, des mères, des femmes, enfin des mères, des pères. Et puis vous avez d'autres gens, des manifestants qui ont été photographiés au sein des hôpitaux militaires, dont les cadavres ont été ramassés et emmenés aux hôpitaux militaires. La première fois que ces photos sont montrées, elles sont montrées à Paris. On est le 12 janvier 2014. À ce moment-là, il y a une réunion au Quai d'Orsay à Paris, au ministère des Affaires étrangères. C'est une réunion qu'on appelle des amis du peuple syrien. Ce sont 11 pays qui soutiennent l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Vous avez donc Laurent Fabius, vous avez John Kerry, qui est le secrétaire d'État américain. Et le groupe politique qui a soutenu César a fait un film de 8 minutes avec ses photos et a fait authentifier ces photos par une commission d'enquête. César a été auditionné par d'anciens procureurs internationaux qui ont travaillé notamment pour le tribunal pénal international de la Sierra Leone pour authentifier son témoignage, pour authentifier les photos. Ils ont fait un premier rapport et le groupe politique a fait ce petit film de 8 minutes qu'il diffuse lors de cette réunion au Quai d'Orsay. Évidemment, quand les ministres sortent, ils sont blêmes, ils sont dévastés, enfin ils n'ont jamais vu ça parce que les photos sont vraiment terribles. Et quelques jours après, il y a des négociations de paix à Genève. Ça fait partie des premières négociations de paix entre le régime et l'opposition. Et les photos sont montrées à la presse, à CNN, au Guardian, au Monde. Et ils se disent, avec ces photos-là, c'est bon, le régime va tomber. Ce sont vraiment des crimes contre l'humanité. Il n'y a jamais eu en temps de guerre de preuves aussi flagrantes de crimes qui sont commis en temps réel. Et en fait, le régime dit que ces photos sont fausses, que César n'existe pas, qu'on ne sait pas qui il est, parce qu'évidemment, César ne se présente pas sous son vrai nom. Il a peur d'être tué par les services secrets syriens. Il a peur que sa famille, que des membres de sa famille soient abattus. Donc, il ne dit pas qui il est et il n'a à ce moment-là parlé à personne, à aucun journaliste. Les photos sont montrées à Genève en janvier 2014. Et puis voilà, on n'en parle plus. La France reprend le dossier en main au printemps 2014 et se dit il faut saisir la Cour pénale internationale de ces crimes. La France demande donc au Conseil de sécurité à l'ONU de voter une résolution pour saisir la Cour pénale internationale. Parce que la Syrie n'a pas signé le traité de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Donc, quand vous avez un État qui n'est pas signataire, pour pouvoir saisir la Cour pénale internationale, il faut demander au Conseil de sécurité de voter une résolution. Au Conseil de sécurité, vous avez la Russie et la Chine. Et la Russie qui est un allié indéfectible de Bachar el-Assad. Donc, quand la France demande au Conseil de sécurité de voter la saisine, la Russie émet un veto. Donc la Cour pénale internationale ne peut pas être saisie. Le dossier retombe dans les médias. Quelques mois après, l'été 2014, ils se disent il faut que César aille à Washington. Il faut que César rencontre Barack Obama, il faut qu'il rencontre les congressmen, je ne sais pas comment on dit en français, américains, il faut qu'il aille témoigner. César accepte de le témoigner. Il est entendu par le Congrès le 31 juillet 2014 ou le 28, le fin juillet 2014. Il se cache, il a une veste, une casquette, une capuche, des lunettes. Il rentre dans la salle avant tout le monde. Les journalistes sont derrière lui, ils ne le voient pas, ils ne veulent même pas l'entendre. Parce qu'il va parler à un traducteur à voix basse, et c'est le traducteur qui va parler à voix haute. Il donne son témoignage aux membres du Congrès, à la Commission des Affaires étrangères du Congrès. Il rencontre le FBI, qui authentifie les photos. Il va au musée de l'Holocauste de Washington, qui fait une exposition avec ses photos, qui sont toujours, certaines des photos sont toujours il y a une salle réservée à ce qu'on appelle aujourd'hui le dossier César. Et puis, il espère rencontrer Barack Obama, mais Barack Obama ne le rencontre pas. Barack Obama ne veut pas rencontrer César, il ne veut pas s'occuper vraiment de Syrie parce
parce que Barack Obama a été élu sur un programme de non-intervention des Américains au Proche-Orient. Ils sont intervenus en Irak, ça a créé le chaos. Ils sont intervenus en Afghanistan, ça a créé le chaos et des morts de soldats américains. Barack Obama a été élu sur un programme où il a dit qu'il n'enverrait plus de soldats américains où que ce soit et surtout pas au Proche-Orient. Donc il ne veut pas intervenir en Syrie. Donc César repart de Washington extrêmement déçu et se demandant pourquoi il a fait tout ça. Pourquoi il a fait tout ça, et le dossier va de nouveau retomber aux oubliettes. Et on est pas mal de journalistes à vouloir l'interviewer, à vouloir lui parler. Et puis moi, c'est vrai que je connais pas mal la Syrie, pas mal de monde, et je rencontre les membres du groupe de César, que je vois plusieurs fois, et je leur explique que je veux faire un livre sur le témoignage de César, mais il ne serait pas un livre qu'avec le témoignage de César, mais un livre avec des rescapés, des centres de détention, des gens qui sont allés dans ces centres de détention, des gens qui ont vu ces cadavres numérotés, peut-être des gens qui ont numéroté ces cadavres, pour qu'on puisse comprendre en détail le mécanisme de la machine de mort syrienne, qu'on puisse comprendre en détail la politique de torture systématique. Et en fait, ça va prendre beaucoup de temps, mais le groupe de César accepte l'idée de ce livre, et ils me disent d'accord, et je vais d'abord interviewer les gens du groupe, interviewer des premiers témoins des rescapés, des centres de détention, et puis au bout de 6 mois, César va accepter qu'on se rencontre. Alors je ne vais pas le rencontrer lui directement, je vais d'abord passer par Samy, parce qu'ils ont quitté la Syrie ensemble, ils sont à l'époque réfugiés en Europe du Nord, et Samy, je vais le voir entre 3 et 5 fois, je ne me souviens plus, de longues heures, pour parler de tout ça. Et puis, au bout de ces longues heures d'interview, il convainc César de me rencontrer. Et donc, un jour, je finis par rencontrer César, en mars 2015. Et on va se rencontrer 4-5 fois pareil, et on va faire des conversations par Skype. Et on va, en fait, l'équivalent avant pendant le livre, on va se parler une 50aine d'heures. Et pendant une 50aine d'heures, il va raconter tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il va donner un témoignage extrêmement précis et en même temps extrêmement modeste, dans le sens où il ne dira jamais des choses qu'il n'a pas faites. C'est-à-dire que parfois, je vais lui demander, mais et là, comment ça fonctionne, les centres de détention, il dira, moi je ne suis pas allé dans les centres de détention, je ne sais pas. Et là, comment c'est, ça, je ne sais pas. En revanche, ça, je sais. Et pendant ces 50 heures, on va parler, et il va être extrêmement franc, extrêmement sincère, et il va raconter. Et sa parole est effectivement unique. C'est la seule fois où il parlera à un journaliste. Et il a compris en fait que son témoignage était capital, et il a compris qu'il n'y aurait pas de livre sans lui, mais qu'il n'y aurait pas de livre qu'avec lui. Et c'est vrai que je vais rencontrer aussi une dizaine d'autres témoins, dont des gens qui sont sortis de ces centres de détention et qui vont raconter l'horreur. Parce que quand vous êtes arrêté, d'abord vous êtes arrêté, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir des manifestants, ceux qui organisent des manifestations, les blogueurs, notamment les opposants politiques. Mais les opposants politiques qui sont connus à l'étranger sont arrêtés, torturés et souvent relâchés. Ils sont relâchés pourquoi ? Parce qu'il y a des campagnes pour leur libération et parce que le monde les connaît. Mais les gens de tous les jours, les gens comme vous et moi, restent en prison. Parce qu'on n'est pas connus à l'étranger. Donc, d'arrêter ces gens-là, ça permet au régime de mener une politique de terreur et de forcer la population à se taire. Parce que quand vous êtes arrêté, vos proches ne savent plus rien. Vous partez un matin acheter du pain et vous ne revenez pas. Et puis c'est fini. Mais c'est totalement fini. C'est-à-dire que, voilà, vous avez votre fille qui sort, qui va acheter du pain, et puis elle ne revient pas ce soir. Et vous ne savez plus rien. Non, plus rien du tout. Si vous avez un peu d'argent et que vous avez des contacts au sein du régime, vous allez toquer à une porte auprès de votre contact, vous donnez de l'argent pour avoir des renseignements,
Et on va vous dire, ben voilà, votre fille, on l'a arrêtée, mais on va bien s'en occuper. Donnez-moi encore 5 000 $. Et puis vous allez payer comme ça, en espérant que votre fille soit bien soignée. Et puis un jour, et c'est ce qui est arrivé avec des gens que j'ai interviewés pour le livre, là vous allez payer comme ça 3, 4, 5 fois. Et puis quand les photos de César vont commencer à être diffusées sur les réseaux sociaux, là vous allez vous apercevoir que votre enfant est déjà mort. Et qu'il était mort alors que vous continuez à payer de l'argent aux membres du service de renseignement. C'est comme ça que le système du régime fonctionne encore aujourd'hui. Et ceux qui sortent de ces centres de détention vous racontent que quand ils sont arrêtés, ils sont évidemment torturés. Et ils sont souvent mis nus ou en caleçon. Ils sont ensuite mis dans des cellules. Ils sont extrêmement nombreux. Et notamment en 2012, il y a eu une explosion des arrestations. Donc ils rentrent dans des cellules. Évidemment, il n'y a pas de lit. Vous ne pouvez pas vous allonger. Alors, tout le monde ne peut pas s'allonger. Vous vous allongez à tour de rôle. Vous avez le droit à l'eau toilette 2 fois par jour. Et aux toilettes, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'eau. Donc quand vous venez, vous imaginez que vous êtes croqué. Voilà. Et que la maladie se répand à vitesse grand V. Et puis vous finissez par mourir de dysenterie ou de maladie parce que vous n'avez pas de médicaments. On ne vous donne pas assez à manger non plus. Et vous n'avez pas assez d'air. Donc si vous êtes près de la porte d'entrée, vous avez de la chance puisque l'air passe un petit peu. Si vous êtes au fond de la cellule et que vous êtes déjà affaibli, vous mourrez d'étouffement. Vous mourrez de faim. Et dans ces cas-là, vous avez des gens qui, ce qu'on appelle les sohra. Les sohra en arabe, ce sont les travailleurs forcés. Ça veut dire travailleurs forcés ou les shawish qui veulent dire sergents. Ce sont des détenus en fait qui sont chargés de s'occuper des cellules, donc de distribuer la nourriture, le peu de nourriture qu'on vous donne, ou d'emmener les détenus aux toilettes, ou de sortir les corps. Et j'ai interviewé un de ces hommes qui était dans Sohra et qui était chargé de sortir les cadavres des cellules, qui les emmenaient à un endroit et ensuite les cadavres étaient emmenés dans des hôpitaux militaires pour être photographiés. Et ensuite, mais de ça, on n'a aucun témoignage direct. On pense mis dans des fosses communes. Human Rights Watch a des photos satellites et pense avoir localisé plusieurs fosses communes dans la banlieue de Damas, notamment au sud de Damas. Parce que ce qui est à la fois effrayant, étonnant, et je ne sais pas comment le dire, tout ce que les gens ont pu me raconter, que j'ai pu mettre dans le livre, à part la parole de César qui est effectivement unique, mais tout ce que les gens racontent du fonctionnement des cellules, en fait c'est connu. C'est pas entre guillemets un scoop comme certains pourraient le dire, ou les organisations syriennes des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, ont travaillé déjà sur ça, ont travaillé sur la torture systématique, sur le fonctionnement des cellules, mais ce sont des rapports qui ne sont pas forcément bien relevés. Moi, ça m'a été extrêmement utile pour confronter les témoignages que j'ai eus, les témoignages directs des anciens détenus, que j'ai pu confronter avec les rapports des organisations des droits de l'homme pour être sûr qu'on ne me racontait pas de bêtises. Le témoignage de César aussi, j'ai pu le confronter avec d'autres sources. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau. En tout cas, ce n'est absolument pas nouveau pour les Syriens. Le fait que les familles payent pour avoir des informations. Moi, je l'ai découvert en faisant le livre, et pourtant, ça fait 5 ans que je découvre la Syrie. Enfin, j'y étais avant, mais je ne savais absolument pas. Et quand j'étais étonnée de cette information-là, on me dit, mais enfin, je ne sais pas. Non, je ne savais pas, mais tout le monde sait. Mais voilà, ce sont des informations. Quand on est journaliste, quand on va sur le terrain, ce sont nous qui posons des questions. Donc, quelque part, on oriente ce que les gens vont nous raconter. Donc, si on ne pose pas de questions sur ça, et que les gens ne nous disent pas naturellement, on ne le sait pas. Et moi, j'ai passé 5 ans sans savoir parce que c'est vrai que je n'avais pas spécialement travaillé sur les arrestations, mais je n'avais jamais vu quelque part que les familles devaient payer pour avoir des renseignements sur leur enfant. Mais ceux qui payent et ceux qui ont des renseignements sont quand même minoritaires. L'extrême majorité ne sait pas. Ne sait pas. Aujourd'hui, toutes les photos, les 6786 détenus qui sont morts et qui ont été photographiés par César, leurs photos ont été mises sur un site internet, juste leur visage, pas le corps en entier pour une question de dignité, mais juste leur visage, pour que les familles puissent retrouver leurs proches. Et
Pour l'instant, ils ont 800 noms de familles qui ont dit voilà, ça c'est mon enfant, ça c'est mon père, ça c'est mon fils. 800 c'est à la fois beaucoup et très peu. Très peu parce qu'en fait les gens ont peur, les gens continuent à avoir peur. Si vous vivez en zone contrôlée par le régime, vous ne pouvez pas dire officiellement que votre enfant fait partie des photos de César. Parce que quelque part, ce serait vu comme une critique du régime et de vous exposer à être arrêté vous-même. Et même d'aller demander des renseignements au service d'aller demander des informations au service de renseignement, c'est extrêmement dangereux. Beaucoup n'osent pas y aller de peur d'être arrêtés. Il y a des pères qui ont été arrêtés en demandant des renseignements sur leur fils, parce qu'on leur a dit, mais c'est toi qui as élevé ce terroriste en prison. Tu as élevé un terroriste. Donc c'est extrêmement compliqué de parler à voix haute, surtout quand vous êtes quand vous vivez encore sous le contrôle du régime, mais même dans les zones libérées, la notion de famille, et ça c'est quelque chose d'extrêmement précieux, la notion de famille est beaucoup plus élargie là-bas que chez nous. La famille, ce n'est pas les familles mononucléaires, ce sont des familles, les cousins ont aussi beaucoup d'importance, les oncles et tantes, les cousins éloignés. Donc en fait, la majorité des familles ont encore de la famille dans les zones tenues par le régime. Donc c'est très très compliqué de parler. Et ceux qui parlent racontent avec un pseudonyme et sans donner toutes les informations pour ne pas être éventuellement reconnus par les membres du régime. Juste peut-être pourquoi il était important que César parle et qui fait que je pense qu'il a compris aussi pourquoi il devait parler et pourquoi il fallait que ce livre existe. Aujourd'hui, on ne parle que de Daesh. C'est Daesh, Daesh, Daesh du matin au soir. Les organisations syriennes des droits de l'homme qui collectent les informations sur les victimes estiment que 8 victimes sur 10 sont victimes de la répression du régime. 1 à 2 simplement de Daesh. C'est toujours évidemment beaucoup trop. On est d'accord, Daesh est un groupe terroriste, barbare, mais l'extrême majorité des Syriens qui meurent aujourd'hui en Syrie meurent de la répression du régime. Ils sont morts par des balles au début des manifestations, ils sont morts écrasés par les tanks, ensuite le régime a utilisé des avions, ça ne s'était jamais vu, contre sa propre population. À partir de l'été 2012, le régime a utilisé son aviation et a envoyé des missiles Scud, des missiles balistiques dans le nord du pays, notamment dans les villes contrôlées par la révolution, pour qu'il n'y ait aucune alternative politique possible. Le régime a visé les écoles, les hôpitaux, les boulangeries, pour qu'il n'y ait pas de vie possible, pour que les habitants se retournent contre les opposants qui essayaient de rétablir la vie dans les localités tenues par l'opposition. Ensuite, le régime a envoyé des barils de TNT, parce que ça coûte moins cher. Et ensuite, le régime a eu le soutien des Russes qui ont frappé à partir du 30 septembre dernier en disant qu'ils allaient frapper Daesh. Et en fait, on sait que 80% des frappes russes frappent en fait les rebelles modérés à Bachar el-Assad et les civils et les hôpitaux. Et ça, c'est à nouveau documenté par les Syriens, parce que les Syriens continuent à documenter tous les crimes commis contre les civils. Donc, moi, j'avais rencontré récemment sur le documentaire que j'ai fait pour France 5. Donc, j'ai parlé avec quelqu'un qui était à Alep et qui documente les frappes russes à Alep. Il y a toujours cette volonté des Syriens, et on montre par là une extrême maturité, de documenter. Au début, ils pensaient que la justice aurait lieu très vite, qu'elle passerait très vite. Ils se sont rendus compte que c'était très compliqué. La justice internationale est éminemment politique, on l'a vu avec la Cour pénale internationale. Ils savent qu'ils n'auront pas justice tout de suite, mais ils savent que le jour où un tribunal pourra se saisir des crimes, il faudra que les preuves soient là, donc ils collectent. Et puis, ils font aussi ça pour les générations futures, parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas de véritable paix sans justice. Et un des hommes qui a une organisation de droits de l'homme, qui collecte tout le nom des victimes. Ils ont décidé que les gens ne seraient pas simplement des chiffres. Il y a eu 20 morts aujourd'hui, il y en a eu 30 avant-hier. Eux, ils essaient de collecter des noms. Ils font des listes de noms pour que toutes les victimes soient nommées. Et il disait il y a quelques semaines, quand la guerre sera finie,
On donnera le nom de square à des enfants. On donnera le nom d'enfants morts en Syrie à des squares et à des rues et à des impasses. Voilà à quoi ce qu'espère Bassam El-Ahmed, qui est un homme à l'image de beaucoup de Syriens et qui, avec une très grande maturité et une extrêmement grande dignité, et comme sont extrêmement dignes la plupart des réfugiés qui arrivent chez nous et qui sont comme vous et moi.